Aujourd'hui, Ammassalik a changé de nom et s'appelle Tasiilaq. Sa population est passée de 600 habitants en 1966 à plus de 2000 aujourd'hui et il ne cesse d'augmenter. Ce petit port, au fond d'un fjord bien abrité, bénéficie d'un microclimat l'épargnant des intempéries de l'océan. Ce n'est qu'en 1884 que le capitaine de la marine danoise Gustav Holm entre pour la première fois en contact avec cette population de la côte est du Groenland. En moins d'un siècle et demi, cette population va connaître un bouleversement culturel énorme. Son mode de vie en sera à jamais transformé. Le fusil, facile d'emploi, remplace très vite le harpon traditionnel. Mais l'on verra que de nos jours, ce dernier reste encore utile aux chasseurs. Si les modes de transport se sont modernisés et que de nombreuses voitures parcourent les quelques kilomètres de route de Tasiilaq, le traîneau à chien garde une place de choix dans les expéditions de chasse en hiver. Le hors-bord surpuissant a remplacé le kayak traditionnel. Mais certains chasseurs l'utilisent encore pour approcher leur proie en silence. Mais ce qui a fondamentalement changé la société groenlandaise, c'est l'habitat. La maison de tourbe de l'hiver et le campement d'été ont été remplacés par les maisons danoises en bois, sédentarisant un peuple traditionnellement nomade. Pour loger une population en constante augmentation, de nouvelles habitations sociales s'étendent au nord de la ville, près du tout nouveau magasin Pillersuisok. Véritable institution, Pillersuisok est le principal distributeur du Groenland. La plupart des articles arrivent en bateau en été. On y trouve tous les produits de notre société de consommation, mais de manière erratique. À l'exception de la viande et du poisson aux produits de la chasse et de la pêche, le Groenland est obligé d'importer la plus grande partie de ses besoins alimentaires. Cette société, autrefois animiste, s'est rangée à la religion évangélique luthérienne danoise. Il reste toutefois un immense respect de la nature, et notamment de la proie par le chasseur. Le Groenland enregistre un des taux d'alphabétisation les plus élevés au monde, après la Finlande. Tous les petits villages ont une école primaire, mais pour le secondaire, les écoliers doivent venir à Tasiilaq. Ensuite, s'ils veulent poursuivre leurs études, ils quittent la côte est pour Nuuk ou le Danemark. L'hôpital de Tasiilaq dispense une médecine calquée sur celle des pays nordiques, gratuite pour tous les résidents. C'est dans cette ville qu'habite Tobias Ignatussen et sa famille. Tobias est chasseur et nous sommes venus ici pour le rencontrer et le suivre dans ses activités. La pêche et la chasse occupent une grande partie de la population active de cet État qui ne cesse de s'émanciper du Danemark.
Nous accompagnons Tobias et sa famille au petit village de Tinnetekilak, dans le fjord de Sermelik, où se trouve sa deuxième maison, proche des territoires de chasse. Mais avant cela, nous devons passer nourrir les chiens. Pendant l'été, les chiens ne travaillent pas, et ils sont soit enchaînés près des habitations, ou laissés en liberté sur une petite île. Seuls les chiots circulent librement dans les villages. Les adultes ne sont généralement nourris qu'une seule fois par semaine, alors que les chiots bénéficient des restes de leur maître. Tobias a choisi de les isoler sur une petite île, et il leur apporte un phoque prédécoupé. Un des chiens a quitté son îlot à la nage pour celui d'à côté. Tobias est contraint de ramener le fugueur à bon port. Après avoir nourri les chiens, nous reprenons la direction du Sermelik. Nous emportons avec nous un surgélateur destiné à son ami Max, un Français venu habiter à Tinnetekilak. L'esprit d'entraide est capital pour les Groenlandais. Nous posons nos valises au village de Tinnetekilak, dans la petite maison appartenant à Tobias. Loin des préoccupations de la ville, Tinnetekilak est entièrement tourné vers la pêche et la chasse. Mais le village se vide doucement de ses habitants. La société évolue, et malgré le petit dancing transformable en maison de jeunes, les nouvelles générations préfèrent quitter le village pour se regrouper dans les villes. Malgré que nous sommes dans le plus beau fjord de la région d'Ammassalik, aucune infrastructure touristique n'est prévue. Seuls quelques barques viennent visiter le fjord. Au matin, nous quittons Tinnetekilak pour une journée de chasse et de pêche en compagnie de Tobias et sa famille. La barque de Tobias n'est pas pontée et ne possède pas de cabine. Elle est propulsée par un puissant hors-bord de 150 chevaux. Lorsque nous sommes lancés à pleine vitesse, le vent froid nous glace les os, et ce malgré les combinaisons polaires. Cette vitesse lui permet de récupérer très vite sa proie. L'embarcation ouverte laisse une grande liberté de mouvement pour tirer au fusil ou lancer le harpon. Le Sermelik est un territoire idéal pour la pêche et la chasse. On y trouve beaucoup de phoques qui sont la base de l'alimentation groenlandaise, tout autant pour les hommes que pour leur meute de chiens. Mais c'est aussi dans ce fjord aux eaux très froides que viennent se réfugier les narvals, fuyant les ors trop frileux pour s'y aventurer. On y croise également des baleines à bosse. Peu craintives, elles sont protégées et pas chassées. Tobias approche son bateau jusqu'à pratiquement les toucher. As in the middle, me and the sun like beauty.
Nous rejoignons un groupe d'amis de Tobias pour un pique-nique de l'autre côté du fjord. Ici, pas de formalité. On se sert sans demander ni attendre une invitation. Il est naturel de partager le produit de sa chasse. Au menu, phoque sous toutes ses formes. Séché, il nécessite une bonne dentition pour détacher la chair des os. On le consomme également bouilli avec des oignons ou cru. Hormis quelques baies comestibles, le régime alimentaire groenlandais est essentiellement composé de viande et de poisson. Toute culture est difficile, voire impossible sur ces territoires enneigés la moitié de l'année. De plus, l'apport calorique très élevé de la viande et de la graisse de phoque est indispensable pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Après le repas, nous partons à la pêche en rivière. Les eaux douces de la région d'Ammassalik regorgent d'ombles chevaliers. Ces salmonidés se rencontrent presque exclusivement dans les régions polaires. On utilise différentes techniques pour attraper l'animal. L'une d'entre elles consiste à placer un filet de manière à barrer la rivière. Mais pour Tobias et Silba, son épouse, c'est sans grand résultat. Certains utilisent une cuillère, voire un simple hameçon en forme de grappin qu'ils tirent sur le fond. C'est cette méthode qui réussit le mieux à Tobias. Il remonte coup sur coup les poissons qui constitueront notre repas du soir. Il arrive que l'hameçon se coince dans les pierres. C'est alors le travail de Enos de le décrocher. Gerda entame une danse sur les berges en amont de la rivière, afin d'effrayer les poissons et de les diriger vers les pêcheurs. À ce stade, il convient de présenter la famille de Tobias Ignatiussen. Tobias est marié à Silba, qui comme lui aime la vie au grand air. Tobias a eu plusieurs enfants plus âgés, mais Gerda et Enos ne sont pas ses enfants naturels. Tobias et Silba, qui grâce aux revenus de la chasse, jouissent d'un certain confort de vie, ont pris Gerda et Enos en charge. Leurs parents naturels, victimes d'un fléau très répandu au Groenland, l'alcoolisme, sont incapables de les assumer. Toute la difficulté dans la chasse aux phoques réside dans la rapidité de récupération de la proie. Il est important d'abattre l'animal au premier coup de fusil. Le phoque blessé s'enfuira toujours en plongeant. Il sera perdu pour le chasseur et ira probablement agoniser plus loin. C'est ce qui est arrivé à ce phoque que Tobias trouve sur un glaçon et récupère pour son compte.
Heureusement, Tobias, son chasseur expérimenté, a un bon coup de fusil. Ce n'est pas sans raison que Paul-Émile Victor parlait de civilisation du phoque pour définir la société des Esquimaux d'Amassalik, tant ce petit mammifère marin est important pour eux. Si au regard des Européens cette chasse peut paraître cruelle, elle ne l'est certainement pas plus que certaines de nos pratiques d'élevage. Contrairement à son statut dans notre société, ici l'animal n'est pas considéré comme une marchandise, de la viande, mais bien comme une proie que l'on respecte et qui a sa chance face aux chasseurs. Malheureusement, la chasse intensive au blanchon dans les îles de la Madeleine, qui avait pour but de fournir l'industrie de la haute couture, entraînera une réaction tout aussi excessive de ce même milieu de la mode, Brigitte Bardot à sa tête, jetant le discrédit sur tous les chasseurs de phoques. C'est pourquoi il nous est arrivé de voir des Groenlandais donner la peau à manger à leurs chiens, car le prix qu'il peut en tirer ne justifie pas le travail de tannage. La qualité principale d'un chasseur est très certainement la patience. En témoigne cette chasse à l'orque. La veille, Tobias avait réussi à capturer seul une baleine tueuse. Persuadés de la présence de l'animal dans la région, nous écumons la pleine mer, usant du carburant en vain. Nous rentrerons bredouilles et frigorifiés. En plus du fusil et du moteur hors bord, une autre évolution technologique est venue modifier les habitudes des chasseurs. C'est la radio VHS, qui leur permet de s'organiser et de se regrouper pour la traque des grosses proies. C'est de cette manière que nous sommes prévenus de la présence d'un narval dans le Sermilik. Tobias prépare son harpon, indispensable pour ce type de chasse. C'est le seul moyen d'empêcher l'animal de couler. Tous les bateaux sur la zone traquent le cétacé, tentent de le coincer dans une petite baie et tirent dans sa direction. Mais il arrive que l'animal sorte vainqueur de son combat avec l'homme. Le narval plonge et disparaît dans les profondeurs du fjord. Les bateaux se déploient et quadrillent les eaux encombrées de glace, espérant repérer l'animal obligé de refaire surface pour respirer. Nous allons même jusqu'à accoster et grimper sur un rocher pour avoir un meilleur poste d'observation. Mais rien n'y fait, pas de traces du cétacé. Comme le narval apprécie les eaux froides, nous nous enfonçons très profondément dans le fjord, jusqu'au pied du glacier.
Tobias n'était plus venu depuis 1 an dans ce secteur, et il constate un très net recul des glaces par rapport à l'année dernière. Le réchauffement de la planète prend ici une importance considérable. Il pourrait bien changer complètement cette société groenlandaise. La diminution des glaces rend possible la recherche et l'exploitation des nombreux gisements supposés de gaz, de pétrole et de terres rares si utiles à nos smartphones. De nombreux défis se profilent à l'horizon de ce jeune État qui s'émancipe chaque jour un peu plus du Danemark. L'exploitation industrielle des gisements risque de mettre en péril cette nature déjà fragilisée par le réchauffement. Il va falloir gérer intelligemment ces terres qui ne connaissent pas la propriété. Comment tirer profit de ces richesses et les répartir à bon escient sans perdre son identité culturelle? Ne pas transformer un peuple de chasseurs en un peuple d'assistés sociaux. L'alcoolisme, un fléau grave qui fait déjà pas mal de ravages, risque de s'aggraver avec l'arrivée de l'argent facile. Il faut espérer que pour ces jeunes générations, des chasseurs tels que Tobias restent des exemples, leur donnant envie de ne pas perdre complètement leur identité. Of